Bonjour à tous, nous allons patienter quelques instants avant de débuter ce webinaire. Claudia et Motsa, je pense qu'on va commencer. On va démarrer. Ça y est. Alors, bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Zoom sur les actuelles réformes TVA et douanes et leurs impacts sur votre activité. Je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Je suis accompagnée de nos expertes Motsa, directrice TVA et taxes internationales. Bonjour Motsa. Bonjour. Et de Claudia, manager TVA. Bonjour Claudia. Bonjour à tous. Alors, ce webinaire est bien sûr enregistré. À la fin de cette session, vous allez recevoir le lien de rediffusion ainsi que le PDF, de présentation. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à interagir et à poser l'ensemble de vos questions dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Et je vous invite désormais à découvrir ensemble le programme qui rythmera cette fin de matinée. Alors, dans un premier temps, nous verrons où nous en sommes avec la réforme VIDA, donc qui sera présentée par Moitsa. Dans un second temps, Claudia vous présentera un état des lieux de la facturation électronique ainsi que le DAX 7. Nos experts vous présenteront également les taxes environnementales. Et pour terminer, Moitsa reviendra sur le projet de la réforme de l'union douanière. Je vais maintenant laisser la parole à Moitsa et vous souhaite un bon webinaire. Merci Lorenza. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous dire quelques mots d'introduction et notamment évoquer le rapport relatif à l'écart de TVA au sein de l'Union européenne qui vient d'être publié par la Commission européenne. Lorenza, si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Donc, ce rapport est basé sur les données 2021 et montre que les États membres ont perdu environ 61 milliards d'euros de recettes TVA contre 99 en 2020 et ça représente soit une baisse de 38 milliards d'euros. Pour rappel, en 2019, la perte TVA a été estimée à 124 milliards. Donc, en 3 ans, quelque part, l'écart a été réduit de moitié. Donc, c'est plutôt une belle réussite. Pour rappel, l'écart TVA cherche à estimer donc la différence entre les prévisions de recettes fiscales et les recettes réellement perçues par les États membres. Et notamment, donc ces pertes sont généralement dues à la fraude TVA, à l'optimisation des régimes TVA, à l'inefficacité parfois administrative des autorités fiscales et aussi liquidation d'entreprises qui sont redevables de TVA. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de chacun des pays, mais juste à titre d'exemple, l'Italie, par exemple, représente à elle seule 24% de l'écart TVA. Mais ce chiffre, quelque part, est en baisse puisque elle représentait, ce pourcentage était beaucoup plus élevé dans les années antérieures. Donc, la France n'est pas loin derrière, quand vous pouvez le voir sur cette slide, ce qui montre bien qu'il y a encore des efforts à fournir. Donc, cette amélioration quelque part de l'écart de TVA est due bien évidemment aux dernières mesures entreprises au niveau européen et notamment les mesures également anti-fraude et autres réformes liées notamment à la coopération administrative qu'on évoquera un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, les propositions VIDA et donc sur la facturation électronique et notamment le e-reporting numérique donc s'inscrivent bien évidemment dans cette lutte et devraient également contribuer bien évidemment à réduire davantage cet écart. Donc par ailleurs, et d'ailleurs où sommes-nous de cette réforme VIDA donc
je ne vais pas rentrer dans le détail de la réforme puisque nous avons fait un webinaire en avril dernier sur cette thématique, en particulier, donc n'hésitez pas à le revoir, hein, si vous souhaitez obtenir des informations, en détail de la réforme. Aujourd'hui, je souhaiterais juste faire un focus rapide sur ce qui est considéré quand même comme la réforme la plus importante en matière de TVA depuis de nombreuses années. Donc, elle comprend trois piliers. Donc, le premier pilier, bien évidemment, il faut être au sujet des acronymes. Donc, c'est Digital Reporting Requirement (DRR) qui est prévu à rentrer en vigueur, pardon, en 2028 et qui concerne la mise en place d'une facturation électronique structurée de TVA et notamment ce qu'on appelle e-reporting, notamment sur les livraisons intracommunautaires avec une consolidation des informations dans la base de données VIES. Et cette réforme laisserait aux États membres toute la latitude d'imposer le recours à la facturation électronique et éventuellement e-reporting pour les transactions nationales, à condition que ces dernières, bien évidemment, soient conformes aux nouvelles réformes de l'Union européenne. Ensuite, deuxième pilier concernait l'économie des plateformes, la réforme prévue pour entrer en vigueur en 2025 et qui concerne la collecte de TVA par les plateformes et certains intermédiaires en tant que ce qu'on appelle deemed supplier, fournisseurs présumés. Et le troisième pilier qui concernait Single VAT Registration, SVR, pardon, qui était prévu d'entrer en vigueur en 2025 donc, et qui est relative à l'extension de guichet unique à toutes les transactions du e-commerce et notamment à certains mouvements de marchandises en B2B et notamment les transferts de ses propres stocks et aussi, bien évidemment, qui a pour conséquence l'harmonisation des règles d'autoliquidation dans ce qu'on appelle des reverse charges pour les non-résidents. Donc, où on en est actuellement. Donc, à la suite de soumission de ces différents textes au Parlement européen, un certain nombre d'amendements a été proposé. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a plusieurs centaines d'amendements qui ont été proposés pour ces réformes. La plus grosse, c'est de retarder l'ensemble de ces réformes, au moins pour une année. Donc, et notamment celle qui consiste à mettre fin à l'exigence d'approbation de la Commission européenne, parce qu'aujourd'hui, pour rappel, quand un État membre souhaite mettre en place une facturation électronique obligatoire pour les sociétés, doit obtenir un accord préalable auprès de la Commission européenne. Allonger le délai de dépôt de e-reporting, puisque au début on parlait d'un délai de deux jours, là ce serait plutôt on parlerait d'un délai de 8 jours, et retirer également de la proposition la partie qui visait à interdire les factures récapitulatives, notamment exempter les petites entreprises de l'obligation des fournisseurs présumés pour les plateformes numériques, réduire un certain nombre de délais, notamment le seuil de location à 31 jours, alors qu'aujourd'hui on parle d'un délai de 45 jours. Et concernant l'immatriculation de la TVA unique, c'est clarifier davantage l'implémentation, on va dire, de cette harmonisation et ce mécanisme de reverse charge au sein de l'Union européenne. Donc, bien évidemment, pour l'instant, donc ce ne sont que des amendements. On doit toujours attendre le vote définitif de Ecofin qui est prévu le 8 décembre prochain. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que la Commission des affaires européennes et monétaires du Parlement européen, qui s'est réunie le 23 octobre dernier, a voté un report d'une année à minima des trois piliers VIDA. Donc cette proposition, bien évidemment, par contre, n'est pas contraignante, mais reflète quelque part une certaine crainte que les administrations fiscales et les entreprises avant tout ne soient pas prêtes pour les piliers 2 et 3, pardon, qui sont des piliers qui sont censés entrer en vigueur en 2025. Donc il va falloir attendre quand même le vote définitif en décembre. Par contre, pour les exigences liées au pilier 1, donc ce qui est le e-reporting et la facturation électronique, la date de mise en œuvre va certainement également être décalée. On parle de 2030, voire 2032. Mais encore une fois,
On doit être un peu prudent avec, ces nouveaux calendriers puisque, on doit vraiment attendre le vote définitif, fin décembre. Bien évidemment, il sera toujours important de trouver des solutions en cette fin d'année, au début trimestre prochain, parce qu'après, il y a des élections parlementaires européennes qui seront là au mois de juin et qui risqueront de retarder davantage, les avancées sur cette réforme. Par contre, en attendant du coup cette harmonisation européenne en matière de facturation électronique et e-reporting, les États membres, bien évidemment, n'ont pas attendu pour mettre en place des initiatives locales afin de trouver des solutions rapides pour lutter contre la fraude et augmenter bien évidemment les recettes fiscales manquantes, en s'inspirant beaucoup de la success story italienne, hein, qui a réussi à combler le gap de TVA de manière assez considérable en quelques années, et c'est notamment le cas de la France que Claudia vous présentera dans quelques instants. Merci Moïtsa. Donc au niveau de la France, c'est exactement ce que tu étais en train de dire, c'est que, alors moi je ne vais pas revenir sur le détail de la réforme, hein, je pense que vous la maîtrisez bien, je ne vais pas détailler le PPF ou les PDP. Toutefois, on a eu un calendrier qui a été un petit peu bousculé, comme tu l'expliquais, et finalement, le 28 juillet dernier, on a eu un communiqué de presse de la part de la DGFiP qui, juste avant de partir en vacances, a précisé que la date d'entrée en vigueur qui était prévue initialement au 1er juillet 2024 était reportée afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l'économie. Là, dernièrement, le 17 octobre, on a vu en tout cas passer un amendement à la loi de finances 2024 pour présenter le nouveau calendrier. Donc, il n'est pas arrêté, il n'est pas définitif. Toutefois, on a en tout cas la vision en tout cas, sur ce nouveau calendrier qui se déroulerait en 2 temps. Donc, à partir du 1er septembre 2026, on aurait une émission des factures en format structuré pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et à compter du 1er septembre 2027, l'émission des factures pour toutes les autres entreprises. Entre ces deux échéances, on devrait avoir fin 2024 la livraison du PPF, donc on attend de pied ferme parce qu'on aimerait bien pouvoir jouer avec ce nouvel outil. Et en 2025, une phase pilote avec les entreprises qui seraient volontaires pour participer. Et tout ça nous amènerait à un déploiement progressif à partir de 2026. Donc c'est vrai que ce décalage, on pourrait le voir comme une super nouvelle. Toutefois, au vu de la réforme de grande ampleur, en fait, le temps qui est accordé par ce décalage me semble très important pour finalement en profiter pour mettre à jour l'ensemble de son data, que ce soit les fiches clients, que ce soit les codes TVA, que ce soit les mentions obligatoires sur les factures, parce qu'il faut avoir les idées claires, j'ai envie de dire, pour savoir si on a intérêt finalement de passer par une PDP ou si on peut passer par le PPF en direct. Et ce qui est important de voir également au travers de ces dernières communications, on va dire, concernant cette réforme de la facturation électronique en France, c'est que en même temps qu'on a ces décalages en termes de calendrier, on a vu passer également des nouvelles informations et notamment de nouvelles spécifications externes. Elles ont été publiées le 31 juillet dernier et les spécifications externes, qui étaient déjà un document qui était vraiment très important, il a été divisé en deux. Donc dorénavant, on a d'un côté les cas d'usage et de l'autre côté le dossier général. Et c'est vrai que dans ces nouvelles informations, on a vu passer beaucoup d'informations à destination des PDP, mais en même temps, on a vu passer quelques ajustements concernant des particularités. Et du coup, on se rend compte qu'il est vraiment très, très, très important de s'assurer d'utiliser la dernière version de la documentation qui est mise à disposition par l'administration fiscale, parce que sinon, on n'est pas à l'abri de partir sur des mauvaises informations et en tout cas de ne pas assurer une qualité de data suffisante. Donc, en tout cas, voilà pour ce décalage en France, mais qui finalement laisse la possibilité de continuer de travailler sur ce sujet qui, de toute façon, la France mettra en place la facturation électronique, que ce soit le e-invoicing ou que ce soit le e-reporting. Et donc, il est vraiment, véritablement, en tout cas, important de s'y employer dès maintenant pour être prêt lors de la mise en place. Donc ça, c'était au niveau de la France. Moïtsa, tu veux peut-être dire un mot sur l'Union européenne ? Oui, donc moi je voulais juste revenir rapidement sur un certain nombre d'exemples. Lorenza, si on peut avancer d'une slide, s'il te plaît.
Donc, en plus de la France, donc l'Italie qu'on a évoqué rapidement, je voulais évoquer certaines d'autres exemples d'introduction ou tentatives quelque part d'introduction de facturation électronique en Europe. Donc là, on est bien en B2B, parce que B2G, donc business to government, c'est une pratique qui est déjà largement déployée au sein de l'Union européenne. Donc en matière de B2B, donc on peut citer l'Espagne qui s'est largement inspirée du modèle français, qui est aussi en phase d'introduire la facturation électronique et qui permettra aux sociétés de choisir entre plateformes publiques ou privées. Donc un peu sur le même modèle que connaît la France. La plupart des textes aujourd'hui sont déjà sortis, mais on attend leur publication dans le bulletin officiel, qui devrait intervenir donc normalement au premier trimestre 2024. Donc même si beaucoup de professionnels entre nous suspectent qu'elle sera aussi décalée de certains mois et certains évoquent carrément une publication en 2025. Donc pour rappel, donc elle sera en 2 vagues. Donc la première vague 1 an, donc 12 mois après la publication dans le bulletin officiel pour les grandes entreprises et 24 mois pour les autres entreprises. Elle concernerait par contre uniquement pour le moment les sociétés établies sur le sol espagnol. Donc on ne sait pas encore quand et si ça finira également par s'appliquer aux sociétés qui seraient uniquement identifiées à la TVA en Espagne. Donc on peut citer également l'Allemagne qui a entamé les discussions depuis plus de 2 ans et souhaiterait également une application harmonisée de la facturation électronique sous le sol allemand. Au début, ils prévoyaient une application en 2025 et puis finalement, il est fort probable que ça ne se reproduira qu'en 2027 pour s'aligner quelque part sur les dispositions de la réforme VIDA pour éviter d'avoir trop de changements et trop de démarches administratives pour les sociétés et trop de coûts finalement associés à cela. Également prévu uniquement sur les sociétés et pour les opérations sur le sol allemand et entre les sociétés allemandes. Belgique idem qui prévoit l'introduction d'utilisation de facturation électronique si possible à partir de janvier 2026, également uniquement pour les sociétés établies sur le sol belge. Mais en Belgique, en tout cas, le projet de loi tel qu'il est prévu actuellement prévoit un petit peu plus de souplesse parce qu'il autoriserait les sociétés qui utilisent par exemple EDI de conserver cette format de facturation si les 2 parties sont d'accord. Donc en fait, il y a des différentes interprétations d'un État membre à l'autre en termes d'application de facturation électronique. On suspecte qu'en Belgique, là pour l'instant, c'est plutôt le modèle de facturation PayPal qui serait adopté, qui est déjà le modèle qui est utilisé beaucoup en opération B2G. Donc, la Belgique prévoit également d'introduction de e-reporting, mais pour l'instant, ce déploiement de ce système est mis un petit peu à l'écart parce que, encore une fois, Belgique, comme les autres États membres, attendent justement les dispositions de VIDA pour y voir un peu plus clair, pour savoir quels sont les modèles qui finalement seront retenus. La Croatie également réfléchit à introduire la facturation électronique obligatoire à partir de 2026, pareil uniquement pour les sociétés établies sur le sol croate. Celle qui est le plus avancée aujourd'hui, et d'ailleurs c'était une surprise puisque ça allait très très vite, c'est la Roumanie. Qui imposera le régime quelque part de e-reporting à partir de 1er janvier 2024 pour toutes les sociétés, notamment également les sociétés étrangères uniquement immatriculées à la TVA en Roumanie seraient également impactées par cette nouvelles obligations. Ensuite, à partir du 1er juillet, il y aura une obligation d'utiliser ce qu'on appelle e-Factura. C'est une plateforme donc, qui permettra de générer les facturations électroniques. Mais là, pour le coup, ce sera uniquement applicable normalement aux sociétés établies sur le sol
roumain. Donc, elle prévoit aussi une espèce de période de grâce, on va dire, pendant laquelle elle ne pénalisera pas les sociétés qui ne seraient pas, en tout cas, d'équerre, avec ces nouvelles obligations, mais ça leur laisse quand même un très peu de marge de manœuvre pour les sociétés, pour s'y conformer puisque, finalement, le 1er janvier, c'est demain. On a tous pensé à un report de cette réforme, mais finalement, elle a été votée récemment par le président de la République. Donc, la réflexion se fait aussi en Slovénie, en Irlande. Donc, on voit vraiment qu'il y a la digitalisation quelque part, elle est vraiment en marche. Et à cela s'ajoute une coopération administrative accrue entre les États membres, comme les témoignent notamment les nouvelles obligations déclaratives qui pèsent sur les entreprises que Claudia vous présentera dans quelques instants. Merci Moïtsa. Effectivement, en 2021, l'Europe a adopté la directive concernant la coopération administrative en matière fiscale. Donc là, on va parler de DAC 7. Donc en France, nous avons transposé la directive et publié au bulletin officiel des impôts de janvier 2023 les nouvelles obligations qui incombent aux opérateurs des plateformes. Donc quand on parle d'opérateurs de plateforme, en fait, on parle d'une application qui permet aux vendeurs d'être mis en relation avec des acheteurs. Et quand on parle de cette connexion, on va parler d'un vendeur qui va signer un contrat avec donc cette application donc pour utiliser ces services. En termes de transactions, c'est relativement large puisqu'on va retrouver aussi bien la partie vente, et quand on parle de vente, on va parler des ventes de biens immobiliers, de voitures, mais également d'œuvres d'art ou de métaux précieux. Mais on va parler également des locations, donc les locations de biens immobiliers, de véhicules terrestres, maritimes ou aériens, et également de services de personnel. Donc là, ça va concerner toutes les prestations de services payantes qui vont du chauffeur VTC à l'entretien de la maison, du jardin ou bien tout simplement du soutien scolaire. Donc, en termes de déclaration, les opérateurs de plateforme vont devoir déposer leur première déclaration en janvier 2024 concernant les transactions de 2023. La particularité, c'est que les opérateurs de plateforme sont dorénavant tiers déclarants. Ça veut dire qu'ils vont déposer sur leur portail impôts.gouv, au même titre qu'ils déclarent les salaires, donc la DSN, ils vont déclarer en fait sur impôts.gouv l'ensemble des transactions qui sont intervenues en 2023. Donc il y a une petite particularité, je ne sais pas si vous la voyez sur la diapo, concernant les vendeurs ou prestataires occasionnels qui sont exclus en fait du système. Donc quand on parle de vendeurs occasionnels, on parle de prestataires ou de particuliers qui vont réaliser moins de 30 opérations ou moins de 2 000 € à l'année. Donc, grosso modo, ça veut dire que si vous louez votre appartement sur Airbnb, vous allez voir apparaître sur votre déclaration de revenus à déclarer en 2024 concernant 2023 une ligne donc de revenus imposables qui sera pré-remplie en fait dans votre déclaration d'impôt. Donc la principale difficulté qu'on peut relever ici, ça va concerner en fait la collecte des informations de la part des opérateurs de plateforme, parce que ça veut dire qu'ils vont devoir s'assurer d'avoir l'ensemble des informations fiscales de tous les vendeurs qui opèrent sur leur plateforme. Donc ça, c'est vraiment une difficulté pour eux, puisque du coup, on va parler de l'ensemble de l'année 2023. Donc ça concerne DAC 7. Ce que je vous propose, c'est que dorénavant, on fasse un point sur les taxes environnementales. Merci Lorenza. Donc juste une petite introduction. On a les accords de Paris qui ont été signés en 2015, qui ont permis en fait à chacun des pays de définir leurs propres ambitions dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et l'Union européenne en particulier, elle a déclaré son ambition de réduire de 55% d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau qu'on a pu connaître en 1990. Donc cet engagement, il a été pris dans le cadre du Green Deal, qui est un ensemble complet de mesures fiscales, mais également de mesures non fiscales. Donc, parmi les mesures fiscales, on va retrouver les taxes environnementales, et parmi ces taxes environnementales, notamment le SBAM et la taxe sur les plastiques.
Donc, spécifiquement sur le SBAM, l'Union européenne a établi le fait que lorsqu'il existe des politiques environnementales contraignantes, les entreprises ont tendance à transférer leur mode de production vers des pays qui, du coup, sont moins contraignants. De ce fait, pour éviter les fuites de carbone, l'Union européenne a décidé d'aligner les prix du carbone importé au sein de l'Union européenne avec les prix du carbone des produits qui sont fabriqués dans l'Union européenne. Donc en France, la France a mis en place le MACF et les entreprises qui importent, donc, Lorenza, si tu veux bien juste passer à la suivante. Merci. Donc les entreprises qui importent dans l'Union européenne, elles vont devoir acheter des certificats qui vont leur permettre de compenser les différences entre le prix des quotas carbone dans le système d'échange et le prix du carbone qui est payé dans les pays tiers de production. Et comme ça, en fait, les produits européens et les produits importés se verront donc appliquer le même prix du carbone pour chaque tonne d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la France, avec la mise en place, en tout cas, a choisi de mettre en place le MACF à partir du 1er octobre 2023 pour une première phase déclarative. Donc les entreprises concernées, normalement, elles ont reçu une notification de leurs importations en douane. En tout cas, les entreprises concernées, elles devaient s'inscrire avant le 1er octobre de cette année sur le portail dédié au MACF. Et elles devront établir leur première déclaration, donc au titre du 4e trimestre 2023, et ce, avant le 31 janvier 2024. Et après, chaque trimestre, rebelote, elles devront établir leur déclaration du trimestre passé. Donc, les déclarants au MACF, ça concerne en fait 6 secteurs cibles. Donc, c'est l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais azotés, l'hydrogène et l'électricité. On n'est pas à l'abri après, avec le temps, de voir d'autres secteurs arriver, mais pour l'instant, en tout cas, c'est limité à ces secteurs cibles. Au cours du premier trimestre 2025, les entreprises vont devoir candidater pour devenir déclarants MACF et ainsi obtenir l'autorisation d'importer à compter du 1er janvier 2026. Donc l'objectif de cette phase de transition, en fait, c'est de collecter les données de façon à définir une tarification cohérente entre les produits fabriqués dans l'Union européenne et les produits fabriqués en dehors de l'Union européenne, et puis bien évidemment de faire disparaître progressivement les quotas carbone qui ont été distribués gratuitement. Donc l'administration des douanes a d'ores et déjà prévu un certain nombre de difficultés. Donc la complexité de certains processus de fabrication, comme la sidérurgie intégrée, mais également la distorsion du système entre deux produits qui seraient similaires mais fabriqués de façon totalement différente. Et puis bien évidemment l'hétérogénéité de la taxation du carbone sur le marché. Donc, à compter de 2026, les entreprises pourront gérer leur certificat MACF et avant le 31 mai 2027, elles vont devoir déposer leur déclaration vérifiée puisqu'elles auront les éléments pour pouvoir le vérifier et leurs éventuelles demandes de remboursement et puis surtout restituer les certificats gratuits qu'ils auront obtenus au fur et à mesure. Donc, voilà pour la partie SBAM. Moïsa, tu veux peut-être faire un petit point sur les taxes plastiques ? Oui, donc l'autre taxe qu'on souhaitait vous présenter rapidement aujourd'hui et qui font aussi partie donc des mesures environnementales que Claudia vient d'évoquer, c'est la taxe sur les plastiques. Donc la taxe européenne sur les emballages ne date pas d'hier, a été publiée en 2020 et couvre notamment tous les États membres. Donc, de l'Union européenne. Pour chaque kilogramme de déchets d'emballage, en tout cas en plastique, qui n'est pas recyclé en fin de vie, les États membres doivent verser 80 centimes d'euros, donc soit 800 euros par tonne de déchets. Donc ensuite, chaque État membre décide soit donc de couvrir ces différents coûts via le budget national, soit de le percuter sur l'industrie. Donc, quand il choisit de le percuter sur l'industrie, il peut le faire par le biais de ce qu'on appelle, et ce que je vais présenter dans quelques instants, donc la taxe sur les plastiques. Soit il l'intègre dans la politique ou des taxes existantes, soit certains l'intègrent dans le système de
redevances donc supplémentaires qui s'ajoutent aux mesures existantes, par exemple telles que la taxation du CO2, la responsabilité élargie des producteurs, hein, qu'on connaît de plus en plus, ou le système de consignation ou d'autres redevances ou taxes liées aux emballages. Donc voilà, rapidement, je vais vous présenter juste quelques exemples de États membres qui ont décidé d'introduire la taxe et le peser justement sur le secteur privé, notamment l'Espagne, qui l'a introduite en janvier dernier, donc cette année. Il s'agit d'une taxe supplémentaire qu'elle fait peser sur les entreprises, sur les emballages en plastique à usage unique, en vertu desquels elle taxe justement des entreprises à une taux de taxation à 0,45 centimes par kilo d'emballage non recyclé. Donc, cette taxe touche beaucoup d'entreprises industrielles et de produits de consommation, puisque elle est donc applicable à la fabrication, à l'importation et à l'acquisition intracommunautaire d'emballage en plastique non réutilisable, soit normalement pour leur utilisation finale sur le marché espagnol. Donc, si on prouve que cet emballage finalement n'a pas été utilisé sur le marché espagnol, on peut demander quelque part la restitution de la taxe qu'on a payée aux douanes. Donc, cette taxe couvre à la fois donc les transactions relatives aux matériaux d'emballage, donc vides, et aussi aux produits emballés, et est applicable aux emballages primaires, secondaires et tertiaires. Donc en fait, on a une panoplie d'utilisation, de scope d'utilisation assez large. L'Italie a également prévu d'intégrer, de faire entrer en vigueur ces taxes sur l'emballage au 1er janvier de cette année, mais puis finalement il y avait le changement de gouvernement à la fin de l'année dernière qui a fait que la taxe a été reportée, donc on suspecte son introduction en 2024 et qui serait à peu près identique à celle qu'on connaît en Espagne, donc à 0,45 euros par kilogramme de emballage plastique non recyclable, et s'appliquerait aux fabricants, vendeurs, acheteurs ou importateurs sur le sol italien. La Belgique, quant à elle, a choisi plutôt d'intégrer cette taxe dans les redevances REP donc existence, donc la responsabilité élargie des producteurs, et qui est la solution quelque part qui est le plus envisageable, privilégiée par les petits pays qui n'ont pas forcément les moyens d'introduire une nouvelle taxe, parce que ça coûte l'argent aussi d'introduire une nouvelle taxe, et qui du coup préfèrent mettre en place une redevance pour finalement faire percuter cette taxe sur les entreprises. L'Allemagne pourrait être le prochain pays qui introduira la taxe, puisque ils sont en train les discussions sont en cours. Et on peut aussi citer UK, même s'il ne fait plus partie à proprement parler de l'Union européenne, mais qui finalement introduit la taxe déjà en 2022 et qui s'élève aujourd'hui depuis le 1er avril de cette année à 210 pounds par tonne de plastique produit ou introduit sur le sol UK. Au UK, par contre, ça concerne les emballages en plastique qui contiennent moins de 30% de plastique recyclé si le volume de emballage importé est supérieur à 10 tonnes. La déclaration et le paiement se font de manière trimestrielle. Donc pour l'instant, la plupart des pays ont pris la position de couvrir ces coûts de taxes sur les emballages par leurs budgets nationaux, hein, c'est notamment le cas de la France, mais ces pays-là prévoient quand même que les futures taxes seront payées entièrement ou partiellement par le secteur privé. Pour l'instant, la France ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, donc cette taxe est couverte par le budget français, puisque voilà, en France, les entreprises sont déjà suffisamment impactées en termes de taxes, et donc pour l'instant, la France a pris parti pris de ne pas augmenter cette part de taxes sur les entreprises directement, mais on n'est pas à l'abri que cela change dans le futur. Et pour finir, je souhaiterais vous dire quelques mots rapides sur la réforme majeure en matière douanière. Donc si on peut continuer sur la slide suivante. Merci beaucoup. Donc il s'agit de la réforme qui a été publiée le 17 mai dernier par la Commission européenne,
et qui constitue l'ensemble de mesures qui visent quelque part à établir un réel partenariat entre les douanes donc européennes et les entreprises et qui va essayer de tenir compte de toutes les évolutions technologiques qu'on est en train de subir actuellement et assurer une uniformité quelque part d'action à l'échelle européenne. Donc parce qu'aujourd'hui, quand il faut interdire un produit, c'est chacun des États membres quelque part qui prend les mesures nécessaires. Et là, c'est vraiment, il souhaiterait créer une espèce de autorité douanière qui s'occupera de cette uniformisation, on va dire, d'action à l'échelle européenne. Donc, cette réforme a également 3 piliers, donc je les présenterai rapidement. Donc, il y a une nouvelle approche de la donnée. Le projet de la réforme prévoit la création de ce qu'on va appeler un data hub, qui est un espace de données européen qui centralisera l'intégralité des données déclaratives et permettra ainsi un travail collaboratif entre la Commission, la nouvelle autorité qui va être créée, les autorités douanières et non douanières de chacun des États membres, et aussi avoir une approche quelque part différente de la donnée douanière autour des 3 étapes qui sera la collecte, la gestion informatique et notamment l'exploitation de ces données douanières. La réforme également renforcera la capacité des États membres d'agir de manière uniforme, ce que je viens de vous dire à l'instant. Et cet espace de données aura aussi pour vocation d'absorber les systèmes informatiques européens et nationaux actuels. Donc normalement, on devrait avoir plus qu'une seule base de données qui englobera l'ensemble des données douanières de l'Union européenne. La réforme prévoit aussi la création d'un nouveau label, ce qui est un peu opérateur économique agréé plus plus, qu'on va appeler Trust and Check, qui permettra aux opérateurs dont la fiabilité bien évidemment aura été démontrée, de bénéficier davantage de simplification en matière de douanière. Ensuite, il y a un traitement spécifique qui sera prévu pour le commerce électronique à proprement parler. Et bien évidemment pour répondre aux enjeux de commerce électronique. Le projet va proposer la suppression de ce seuil de 150 € pour les droits de douane, à l'instar de ce qui avait déjà été fait pour la TVA. Et également prévoit une responsabilité accrue de nouveau des plateformes de vente et d'une intégration de manière prioritaire de ces transactions dans l'espace de données européen. Et troisièmement finalement, il est prévu de créer une gouvernance douanière renforcée au niveau de l'Union européenne par la création d'une nouvelle autorité douanière européenne qui sera dotée de missions un peu transverses de soutien aux administrations nationales et gérer ce qu'on appelle de gestion de la donnée, donc cette espèce de data hub que je vous ai mentionné tout à l'heure, et aussi gérer la gestion de crise, notamment en matière sanitaire, quand il faut prévoir l'interdiction d'un produit ou gérer des crises comme la crise Covid pour prendre des mesures rapides et efficaces au niveau européen. Donc cette autorité jouera vraiment ce rôle central dans l'harmonisation de l'action douanière à l'échelle de l'Union européenne, mais toujours en collaboration des États membres. Donc ce projet est très ambitieux. Il a vocation à rentrer en vigueur à partir de 2028 de manière échelonnée sur 10 ans. Une vaste réforme douanière qui s'ajoute à celle que la France connaît actuellement, vous avez sûrement entendu parler, qui concerne la disparition du fameux document administratif unique classique au profit des jeux de données et qui est résultante de du code des douanes de l'Union européenne qui est entré en vigueur en 2016 et qui prévoit la mise en œuvre des systèmes d'information nationaux interopérationnels d'ici 31 décembre 2025. Toujours dans ce but d'harmoniser et de faciliter les échanges d'informations entre les différents États membres. Donc la France a prévu cette refonte import-export qui a démarré en juillet 2021 déjà et qui a prévu la
donc une prochaine étape de cette année, normalement avec la création d'un nouveau téléservice de dédouanement appelé Delta Import-Export. Donc normalement sur la partie import H1 en juillet de cette année, mais qui finalement a été reporté, et pour la 2024 sur la partie exportation. Donc beaucoup de chantiers aussi en cours en matière douanière et qui se préparent actuellement au niveau donc français, mais aussi européen, sur lesquels il va falloir anticiper un maximum pour mesurer en tout cas l'impact aussi bien du coût que impact administratif sur les sociétés. Voilà quelques réformes qu'on voulait vous présenter avec Claudia aujourd'hui. Bien évidemment, d'autres sont en discussion au niveau européen, qu'on ne manquera pas de vous présenter lors de futurs webinaires. Donc toutes ces mesures, pour rappel, ont bien évidemment un but ultime, c'est la lutte contre la fraude, la transparence de la donnée, l'efficacité, même si effectivement pour vous, les entreprises, on a plutôt tendance à se dire que ça présente des coûts, des nouvelles contraintes, des nouveaux coûts et financières et administratifs pour les business. Donc voilà pour la présentation aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on pourra bien évidemment répondre avec Claudia. On se tient à votre disposition. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, oui, on a des questions. Donc, merci Moïtsa et Claudia pour cette présentation intéressante. Donc, la première question, c'est alors, est-ce que le report de la facturation électronique en France sera corrélé à la planification de la réforme VIDA? Qui d'entre vous souhaite y répondre? Grand sujet. Claudia, allez, vaste sujet. Non, alors, évidemment que c'est une question qu'on s'est posée quand on a vu passer le nouveau, en tout cas le communiqué de presse indiquant que le sujet a été reporté. Très honnêtement, j'ai pas la réponse. Je travaille pas au ministère, donc je ne sais pas. Voilà ce qui se cache dans la tête des personnes qui travaillent sur ce sujet. Mais en tout cas, je me dis que si VIDA est reporté, c'est plutôt une bonne chose que la réforme de la facturation électronique le soit aussi, pour justement, comme tu disais Moïtsa durant la présentation, d'avoir trop de modifications qui interviendraient après coup. Ça, c'est toujours le pire. Et donc, si on peut avoir un alignement des modifications, ça serait en tout cas, ça serait mieux. Maintenant, je pense qu'avec un premier report, ça serait difficile d'avoir un second report. Très bien. Merci Claudia pour ta réponse. Alors, nous avons une seconde. Donc, tout cela est dans le but de remplacer les études statistiques douanières. Je pense que la question est pour Moïtsa. Oui, bien évidemment. En fait, quelque part, c'est en fait tous ces réformes-là. C'est vrai qu'on a tendance toujours à les considérer comme une charge supplémentaire pesant sur les entreprises, et bien évidemment qui demandent réadaptation continuelle, on va dire, des process qui existent, mais in fine, ce que les administrations fiscales et l'autorité douanière recherchent, c'est vraiment in fine une simplification en fait. Donc supprimer justement toutes les déclarations quelque part annexes qui existent aujourd'hui, qu'on pourra ensuite remplacer par une simple donnée en temps réel quelque part, qui pourra être extraite par là pour le coup sur la partie douanière dans ce hub data hub qui va corréler en fait l'ensemble des informations, et aussi via ces e-reporting ou facturation électronique. Le but, c'est voilà d'avoir quelque part accès direct par l'administration fiscale à la data, et du coup quelque part supprimer ces coûts administratifs liés à dépôt déclaratif des entreprises. Donc oui, in fine, c'est supprimer l'intrastat, supprimer les déclarations pour justement avoir un accès direct de la data. Oui, la recherche, Merci Moïtsa. voilà. D'accord, très bien. Et nous avons une dernière question. Est-ce que l'introduction de VIDA remet en cause le projet de régime définitif de TVA? Qui d'entre vous souhaite Alors, répondre à cette question? bonne question. En fait, en fait, il faut pas le dire comme ça parce que vous le verrez jamais écrit quelque part, donc on va dire en off.
personnellement, j'estime et beaucoup de professionnels estiment que le projet définitif, ne verra jamais le jour. Et donc on sera toujours dans ce régime quelque part provisoire à la TVA. Puisque c'est très difficile à le mettre en application, hein. Juste pour rappel, régime définitif, consisterait à ce que le fournisseur, facture avec la TVA, systématiquement avec TVA, due, de son client quelque part. Voyez bien que la réforme, elle est quand même très ambitieuse sur ces sujets-là puisqu'elle, ça veut dire qu'il faut répondre à un certain nombre de problématiques au préalable, de savoir comment déterminer le bon taux, comment ensuite verser, la TVA collectée aux différentes administrations fiscales. Donc c'était ça un peu l'idée de ce régime. Non, par contre, VIDA, donc cette nouvelle, paquet enfin ce nouveau paquet de réformes, quelque part va être une solution, intermédiaire à ce régime définitif qui va permettre de lutter contre la fraude justement par, l'introduction de la facturation électronique, par l'introduction de e-reporting et je pense qu'ensuite, déjà, la Commission européenne se donne, je pense, quelques années pour faire un bilan de ces réformes, pour ensuite, peut-être, éventuellement prendre d'autres mesures qui tendront peut-être un jour à arriver à ce régime définitif. Mais en tout cas, on va dire que le sujet est complètement mis, de côté, pour le moment. En tout cas, en attendant cette nouvelle réforme qui est quand même considérée comme la forme la plus ambitieuse, encore une fois, en matière de TVA, depuis de nombreuses années. Merci Moïtsa. Eh bien, nous n'avons plus de questions. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions qui arrivent entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site. Nos experts auront le plaisir de répondre à vos questions. Nous vous invitons également à découvrir notre expertise, puisque nous proposons des articles, des avis d'experts. Donc, nous vous invitons à découvrir tout cela. Et nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir. Merci, au Merci, au revoir. revoir.